Roger Mongeau est maître de conférences en sciences d'éducation. Il est membre du LIRDEF. Était, parce que jeune retraité. Membre du LIRDEF, mais enseignant à l'université Paul Valéry. Ses thèmes de recherche, c'est la philosophie morale et politique appliquée à l'éducation. Il est toujours rédacteur en chef de la revue Éducation et Socialisation. Roger, pour 20 minutes. Voilà, donc je vais commencer par remercier les organisateurs et organisatrices de ce colloque pour l'invitation. Et commencer par dire que j'ai bien conscience de l'étendue de la problématique que j'ai retenue et de la difficulté que je vais avoir à la traiter dans un temps dont j'ai compris qu'il était assez strictement limité. Aussi, je me contenterai de suggérer ici quelques pistes qu'il faudrait ultérieurement approfondir. D'autant plus qu'il convient au préalable, me semble-t-il, de préciser le sens de ces trois termes particulièrement chargés que j'ai utilisés donc dans le titre de cette intervention. Trois mots fourre-tout: care, communautarisme, cosmopolitisme, dont je dois commencer par dire dans quel sens je les entends. Alors, concernant le care, tout d'abord, on peut distinguer, me semble-t-il, deux grandes orientations dans les usages dont il est l'objet. La première, que je qualifierais, alors de façon un peu approximative, de psychologique ou psychologisante, insiste sur la nécessité d'adopter, avec certains publics particulièrement vulnérables, une attitude spécifiquement bienveillante. Dans le champ de l'éducation d'abord, et de fait les enfants ou les élèves représentent par excellence un public fragile et vulnérable, mais aussi par extension dans les champs de la santé, du travail social, et plus globalement dans tous les domaines où s'exprime cette fragilité humaine. Il faudrait cultiver tout particulièrement, donc, dans ces différents champs, une disposition à l'écoute, à l'aide, dans une perspective qu'on pourrait qualifier de prévenante. Sans nier la pertinence des diagnostics qui sont avancés, par exemple le constat d'un degré élevé de mal-être chez les élèves français, les bénéfices qu'on peut escompter de la mise en œuvre de cette disposition, on peut s'interroger malgré tout à la fois sur les inflexions paternalistes possibles, alors peut-être légitimes dans le rapport aux enfants, mais beaucoup moins, me semble-t-il, quand il s'agit d'adultes, même vulnérables, et sur leur caractère que je qualifierais de sociologiquement hors sol, au sens où, si on prend bien en considération l'idée d'une vulnérabilité humaine spécifique, on fait l'économie d'une interrogation sur le caractère socialement différencié de cette vulnérabilité, les causes de ce caractère socialement différencié de cette vulnérabilité, de telle sorte que cette vulnérabilité est en quelque sorte naturalisée. Certains publics sont considérés comme naturellement plus fragiles que d'autres. On ne distingue pas, comme le propose Marie Garot dans un ouvrage important qu'elle vient de publier, on ne distingue pas entre une vulnérabilité fondamentale, cette vulnérabilité donc, qui est le lot de tout être humain, quelle que soit sa position sociale, et des vulnérabilités qu'elle qualifie de problématiques, au sens où, selon précisément le contexte social, cette vulnérabilité première va s'exacerber chez les uns, alors qu'elle va s'estomper chez les autres. Déséquilibre qui ne peut s'expliquer que par des considérations sociologiques mobilisant les concepts de domination, de désaffiliation, de disqualification sociale, concepts que Marie Garot donc emprunte à Bourdieu, Castel et Pogam. C'est seulement sur la base de cette deuxième orientation, donc, que je qualifierais tout aussi approximativement de sociologique ou sociologisante, qu'on peut élaborer de véritables politiques de la vulnérabilité. C'est le titre du livre de Marie Garot. De la même façon, concernant les deux autres concepts, communautarisme et cosmopolitisme, il convient d'identifier d'abord un usage purement disqualifiant. Les deux ennemis, en quelque sorte symétriques, de l'idéologie républicaine. L'enfermement culturel, ethnique, religieux, etc. d'un côté, et le déracinement total de l'autre, celui en particulier de ces élites mondialisées ou même simplement européanisées,
dont la naïveté le disputerait à l'hypocrisie. Deux ennemis symétriques, donc, dont la construction permet malgré tout de faire l'économie à la fois d'une interrogation sur la possibilité d'une certaine forme de communautarisme républicain, surtout lorsque ce républicanisme se construit autour de ce qu'on appelle le roman national, et d'une interrogation sur les compromis que la République ne veut pas ne pas passer avec les puissances économiques dénationalisées. Pourtant, au-delà de cet usage disqualifiant, les termes de communautarisme et de cosmopolitisme désignent aussi des options qui participent à l'organisation du champ de la philosophie politique aujourd'hui, des options certes discutables, mais qui précisément appellent la discussion et ne peuvent simplement faire l'objet d'un anathème plus ou moins expéditif. Et c'est donc en référence à ce second usage que j'avancerai l'hypothèse selon laquelle les théories du Caire peuvent être interprétées comme une synthèse réussie de ces deux options, réussie au sens où elle permet d'en prévenir les dérives parallèles, la dérive identitaire d'un côté et la dérive utopiste de l'autre. Mais je voudrais commencer par quelques considérations historiques pour introduire aussi cette référence au communautarisme. Après avoir été au centre d'un débat prolongé entre libéraux et communautariens, les théories politiques d'inspiration contractualiste, bon, bien évidemment Rawls en particulier, font l'objet aujourd'hui d'une critique, portée en particulier par les théories du Caire, mais aussi par les théories de la reconnaissance, de l'autre côté. Une critique qui n'est pas sans lien avec les objections que les communautariens avaient déjà adressées aux approches contractualistes, plus précisément ces oppositions entre le juste et le bon, l'individualisme et le holisme, l'argumentation et la narration, la raison et la sensibilité, qui ont été au cœur donc de ce débat entre libéraux et communautariens. Elles sont à nouveau mobilisées aujourd'hui dans un autre contexte par les principaux acteurs de cette nouvelle entreprise critique. Donc quelques mots d'abord sur cette philosophie communautarienne, très rapidement. Contre la prétention de la pensée libérale à fonder le lien social sur un principe purement contractuel, procédural, les communautariens ont fait valoir, dans leur diversité, la nécessité d'un contenu plus substantiel, plus concret pour faire société. Précisons que la philosophie libérale en question ici est envisagée non seulement dans sa version initiale, mais aussi en tenant compte des inflexions successivement républicaines et social-démocrates qu'elle a connues, ce qui explique au demeurant la position centrale que Rawls occupe dans cette affaire, dans la mesure où l'enchaînement de ces trois principes de justice peut être considéré comme une sorte de récapitulation historique de ces trois versions, libérale, républicaine et social-démocrate. De cette critique se déduit la série des options antilibérales qui structurent la pensée communautarienne, revalorisation du holisme contre le strict individualisme des libéraux, revalorisation des sentiments, des émotions contre l'exigence d'une stricte rationalité pratique, revalorisation de la capacité narrative, l'accent mis sur l'importance des récits, des histoires individuelles ou collectives contre l'hégémonie de la capacité argumentative, réactivation enfin des philosophies aristotéliciennes et hegeliennes contre la figure tutélaire de Kant. Alors on peut bien sûr établir un lien entre le développement de ces arguments communautariens et le contexte politique, idéologique, qui a été simultanément marqué d'une part par le déclin du marxisme comme pôle critique du libéralisme et en même temps par le retour en force de ce libéralisme sous la forme de ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme. Le communautarisme prend en quelque sorte le relais du marxisme comme lieu de la contestation antilibérale. Une position critique qui sera ensuite investie par les théories du Caire et de la reconnaissance, encore une fois je n'y insiste pas, là aussi en relation avec certaines évolutions sociales. Ainsi, il est possible d'établir un lien entre la promotion des thèmes de la vulnérabilité et du souci des autres,
avec l'affaiblissement des dispositifs de l'État-providence et tous ces agencements institutionnels qui compensaient jusque-là les effets potentiellement antisociaux de l'individualisme inhérent aux sociétés modernes. Avec le recul de la thématique des droits collectifs, l'accent se déplace dans cette articulation entre droit et devoir vers une approche déjuridicisée et éthicisée des obligations et des responsabilités. Obligations de performance, d'authenticité, responsabilité de soi d'un côté, obligation d'aide vis-à-vis d'un autrui fragilisé de l'autre. Alors, notons en passant que, rapporté à la question de l'éducation scolaire, cette inflexion pourrait avoir des effets importants en matière de refondation de l'éthique enseignante, par exemple en problématisant l'organisation de cette éthique autour du mot d'ordre de l'égalité des chances, fondé sur une représentation de la justice scolaire comme compétition équitable. Dans cette vision méritocratique, et dans une perspective qui peut effectivement se réclamer du CAIR, et au vu des incertitudes qui subsisteront nécessairement quant à la réelle équité de cette compétition, on pourra certes avoir à cœur de s'intéresser à ce que François Dubé, par exemple, appelle le sort des vaincus, en recommandant qu'un minimum leur soit garanti en échange, en quelque sorte, de leur reconnaissance de la légitimité des gagnants. Mais la représentation de l'espace scolaire lui-même comme espace concurrentiel n'est pas problématisée, elle est même définitivement validée par ce deal, en quelque sorte, passé entre futurs vainqueurs et futurs vaincus. Et donc c'est là où l'éthique du CAIR peut occuper une position importante, dès lors précisément qu'on la prend dans sa dimension ou sa portée politique. J'en viens donc à ma deuxième partie. Je ne sais plus combien de temps. 7 minutes. Plus qu'il m'en faut. Initialement, donc, l'éthique du CAIR se présente comme une alternative, je ne vais pas refaire de l'histoire là, mais on en reprend rapidement, une alternative féminine aux options morales dominantes, morales masculines, centrées sur la question de la justice et d'inspiration kantienne pour la plupart. Par la suite, malgré tout, et tout en restant ancré dans une approche féministe, plus que féminine, dans une approche féministe dominante, les théoriciens et théoriciennes du CAIR vont chercher à dégenrer cette perspective. L'opposition avec les théories de la justice est alors moins tranchée en raison de ce souci qui est progressivement mis en avant de donner une portée plus politique à une approche qui, à l'origine, se présentait plutôt comme une alternative à la politique elle-même. Vont alors s'ouvrir des perspectives plus universalistes en débordant la sphère domestique, la sphère privée, la sphère féminine, et en s'élargissant à certaines sphères d'activité professionnelle, elles-mêmes au demeurant largement féminisées, comme les métiers du social, de la santé, de l'éducation. Ces approches initialement éthiques s'ouvrent à une dimension politique. La perspective critique reste dominante et elle est principalement construite sur l'opposition entre sphère privée et sphère publique et sur la représentation que ce partage induit en matière de citoyenneté et plus généralement d'existence indépendante et autonome. Alors que dans ce partage, les femmes sont vouées aux activités invisibles, tournées vers l'entretien des corps vulnérables, la satisfaction des besoins physiques et affectifs, les hommes, dans la lumière de l'espace public, incarnent l'homme, avec un grand H, dans sa vocation d'être politique. Seuls, ils accèdent donc au statut de citoyens autonomes et indépendants, exerçant souverainement leur aptitude à contracter et à se reconnaître mutuellement comme sujet de droit. Pourtant, et là je cite Fabienne Brugère, théoricienne française du CAIR, pourtant, il n'y a pas de raison que les situations d'indépendance ou d'autonomie détiennent une plus grande vérité sur l'humanité que les situations de dépendance ou de vulnérabilité. Et donc, reprenant à leur compte un argument d'origine communautarienne,
les théories du Caire veulent rompre avec cette fiction d'un moi souverain qui est au fondement des théories contractualistes, car elle est porteuse d'une puissance d'exclusion qui ne va pas s'exercer seulement à l'égard des femmes, hein, mais plus généralement selon des critères sociaux, des critères ethniques, etc. Est alors possible donc une généralisation, une politisation de l'éthique du Caire qui permet de la comprendre autrement que comme une simple alternative féminine aux théories masculines de la justice, même si la perspective féministe reste opératoire dans la mesure où l'exclusion des femmes est paradigmatique en matière de situation de relégation et d'invisibilisation. L'être humain est appréhendé comme une puissance d'agir, mais une puissance d'agir fragile, vulnérable et qui peut être contrariée, qui peut être empêchée. C'est seulement sur cette base, et non à partir des fictions contractualistes, qu'une représentation non faussée de la vie sociale est possible, qui permette d'élaborer correctement les questions politiques à traiter. En partant du fait de la vulnérabilité, l'éthique du Caire rend possible une politique contextualisée, prémunie contre les aveuglements qui accompagnent inévitablement les majestueuses constructions théoriques de la philosophie libérale. C'est l'idée que le lien social, sa force, repose davantage sur la mise en commun plus ou moins délibérée de nos vulnérabilités que sur un contrat passé entre individus autonomes et sur le partage de valeurs communes. Mais aussi l'idée que la question de la justice, ce n'est pas seulement, ni même peut-être prioritairement, une question de partage, de redistribution des richesses, mais aussi et surtout une question de lutte contre la domination, contre le mépris ou l'exploitation. De plus, une telle approche permet de prévenir d'éventuelles dérives compassionnelles, toujours possibles en raison de la proximité entre Caire et Pitié. Et c'est donc en relation avec cette nouvelle conjoncture théorique, que je viens de vous brosser très rapidement, que se pose la question d'une actualisation nécessaire de la réflexion sur la question de la justice, y compris donc la justice scolaire. Les théories du Caire reprennent à leur compte la critique communautarienne de l'individualisme et la reconnaissance qui accompagne cette critique d'une interdépendance généralisée des êtres humains, pas de jeu sans nous, mais elles n'en tirent pas les mêmes conclusions. Les communautariens pensent que cette interdépendance se noue dans une perspective culturelle. Nous appartenons à un groupe humain déterminé qui prend, de fait, dans les sociétés modernes, la forme de l'État-nation. De telle sorte que cette interdépendance est généralement pensée uniquement dans l'horizon identitaire d'un peuple particulier. Avec le Caire, c'est l'appartenance à l'humanité dans son ensemble qui est privilégiée, les appartenances collectives particulières ayant nécessairement un caractère arbitraire. Alors certes, l'appartenance à l'espèce humaine relève, elle aussi, du contingent. On n'a pas choisi de naître. Mais cette contingence est précisément commune à tout être humain. Alors que l'appartenance à un groupe humain particulier introduit un deuxième niveau d'arbitraire. On n'a pas choisi de naître ici plutôt que là, qui lui va produire de la différenciation. Autrement dit, les théories du Caire, même si elles n'ignorent pas ces inscriptions différenciées, renferment plus ou moins explicitement une dimension universaliste, cosmopolitique, j'introduis mon troisième terme, cosmopolitique, qui prendra par exemple la forme du principe d'hospitalité, à l'opposé du nous communautarien, qui renvoie toujours à une identité particulière, opposée à d'autres identités. C'est dans un ouvrage qui s'intitule « Comment peut-on être cosmopolitique ?» Alors, avec un peu de subtilité, on pourrait aussi entendre la question comme « Mais comment peut-on être communautariste ?» C'est pas possible. Hein, comment peut-on être communautariste alors qu'Alain Policart est, puisque c'est de lui qu'il s'agit, Alain Policart est ardemment cosmopolitique. Hein, mais bon, il y a cette petite incertitude sur le... Voilà, et oui, il ne reste plus qu'une minute.
Policart, donc, dans cet ouvrage, fait une distinction intéressante entre deux formes de cosmopolitisme, celui dont il se réclame, qui repose sur la reconnaissance des frontières, et qui fait donc appel à ce principe d'hospitalité, et celui qui vise à l'abolition des frontières, et donc un cosmopolitisme qui peut faire l'économie du principe d'hospitalité. On pourrait aussi ici mobiliser d'autres travaux, mais on n'en a pas le temps, ceux de Guillaume Leblanc, par exemple, Fabienne Brugère, ou Daniel Inirariti, sur cette question de l'hospitalité. J'évoquerai pour finir, donc, et en revenant sur mon hypothèse de départ, les théories du Caire donc, comme synthèse réussie du communautarisme et du cosmopolitisme, j'évoquerai ici l'analyse que Paul Ricoeur a consacrée à l'articulation de l'idéologie et de l'utopie, en partant de l'hypothèse que le communautarisme serait plutôt du côté de l'idéologie, le cosmopolitisme plutôt du côté de l'utopie. Ces deux concepts, dit Ricoeur, connaissent le plus souvent un usage polémique. Le premier est assimilé à un mensonge social, le second est assimilé à une fuite du réel. Pourtant, Ricoeur dit que ce ne sont là que les usages les plus superficiels de ces deux concepts, et il se propose donc, par une analyse en niveau, de restituer à chacun de ces deux concepts leur profondeur respective. Et donc, du côté de l'idéologie, je vais très vite, si l'idéologie désigne au niveau le plus superficiel une fonction de dissimulation, de distorsion, de mystification, elle désigne aussi à un niveau plus profond une fonction de légitimation en l'occurrence d'un pouvoir, de l'exercice d'un pouvoir, et au niveau le plus profond, elle remplit une fonction d'intégration. On touche là au sens le plus acceptable de la notion d'idéologie, dans la mesure où elle désigne, par exemple à travers la pratique de cérémonies commémoratives, la possibilité pour une communauté de consolider son identité sur le modèle d'une identité narrative. L'histoire d'une nation, qui n'est pas le roman national. Relativement à la notion d'utopie, Ricoeur procède en quelque sorte en sens inverse. Dans sa fonction la plus légitime, l'utopie a vocation à être l'expression de toutes les potentialités d'un groupe qui se trouve refoulé par l'ordre existant, mais à un niveau plus superficiel, l'utopie remplit aussi une fonction en rapport avec le pouvoir, en l'occurrence là une fonction de contestation, alors que l'idéologie remplit une fonction de légitimation. Et c'est la fin, oui, c'est la fin. C'est la fin. Donc au niveau le plus superficiel, c'est la logique du tout ou rien. Il me semble qu'on peut penser la complémentarité de l'idéologie, de l'utopie et du coup du communautarisme et du cosmopolitisme pour cerner l'intérêt des théories du Caire. La fonction critique de l'utopie doit être protégée de ces dérives délirantes par la fonction intégrative de l'idéologie. Et symétriquement, la fonction intégrative de l'idéologie doit être protégée de ces dérives identitaires par la fonction critique de la seconde. Voilà, autrement dit, du point de vue des théories du Caire, il s'agit d'un côté de faire droit à la finitude humaine, à son inévitable traduction en termes d'indépendance toujours située, et d'un autre côté à la capacité critique permettant de s'interroger sur le caractère problématique de certaines vulnérabilités lorsqu'elles génèrent des rapports de domination arbitraire. Voilà, j'en ai terminé.